Eh bien, bonjour à tous les deux. Bonjour Emmanuel, bonjour Asna. Merci du temps que vous accordez à Radio Océan. Vous êtes tous les deux bénévoles pour l'association SOS Méditerranée. Emmanuel, est-ce que tu peux nous présenter cette association, ses actions, ses réalisations, s'il te plaît? SOS Méditerranée, c'est une association civile européenne de sauvetage en haute mer. Mission principale, c'est donc de faire en sorte que notre bateau, l'Ocean Viking, soit le plus souvent possible sur zone, c'est-à-dire en Méditerranée centrale, pour porter secours aux embarcations en péril imminent qui se trouvent dans cet endroit-là de la Méditerranée, chargés de personnes embarquées par des passeurs véreux à partir des côtes de Libye et puis depuis quelque temps maintenant aussi de Tunisie. On les protège, on prend soin d'eux et d'elles à bord du bateau et on les débarque dans un port sûr le plus rapidement possible dans le cadre des obligations du droit maritime international. Qu'est-ce que tu qualifies par port sûr, justement? Alors, un port sûr, il est défini de manière très explicite par les organismes qui dépendent de l'ONU. C'est un port où les droits et les besoins élémentaires des personnes sont respectés. Besoins élémentaires, évidemment, en termes de sécurité physique, de soins médicaux, de nourriture, de vêtements. Et les droits, en termes de tout simplement respect de la liberté individuelle et la liberté d'expression. Il se trouve que ces droits ne sont absolument pas respectés en Libye ni en Tunisie. C'est quelque chose qui est maintenant reconnu et établi d'une manière certaine, ce qui fait que nous avons l'obligation de débarquer les rescapés que nous avons recueillis le plus près possible des zones où ils ont été secourus. Donc clairement, ce sont les côtes de l'Italie qui sont les plus proches. Comment fonctionne, et financer l'association SOS Méditerranée? Alors SOS Méditerranée, c'est d'abord, il faut se le rappeler, c'est une association qui regroupe quatre associations nationales, SOS Méditerranée France, mais aussi Italie, Allemagne et Suisse. Et l'ensemble de ces quatre associations qui constituent le SOS Méditerranée comporte donc 1200 à 1300 bénévoles, dont à peu près 700 en France, et plusieurs dizaines de salariés, soit au siège à Marseille ou à Paris, soit bien plus à bord du bateau, qu'il s'agisse des équipes de sauvetage ou qu'il s'agisse des équipes qui, à bord, dispensent les soins médicaux et tout l'accompagnement nécessaire à la sauvegarde des rescapés. Vous percevez des financements ou des subventions de la part d'États européens ou d'autres États? Non, aucune subvention de cette nature. Nous sommes financés à 90% par des dons privés, qu'il s'agisse de personnes physiques ou d'entreprises, de fondations, d'organisations humanitaires, et à 10% par des subventions qui nous sont attribuées par des collectivités territoriales françaises qui font le choix de nous soutenir financièrement, mais aussi en relayant nos témoignages, nos informations, et en contribuant au débat public sur le sauvetage en mer. On a entendu très fréquemment, souvent par des personnes mal intentionnées, dire que l'association SOS Méditerranée avait des relations plus ou moins vicieuses avec les passeurs dans ces différents pays. Qu'en est-il réellement? Et surtout, quelles mesures sont mises en place pour contrer cette possibilité éventuelle de relations avec des passeurs? Alors, il faut être extrêmement formel et parfaitement clair sur le sujet. Nous n'avons jamais eu et nous n'aurons jamais aucune relation, ni directe ni indirecte, avec les passeurs qui envoient les personnes qui cherchent à s'échapper de Libye et de Tunisie, où ils sont concentrés au mépris de leurs droits humains, même torturés, mis en esclavage et ainsi de suite.
Ces passeurs-là opèrent dans le cadre de leurs propres intérêts et relèvent de la définition de mafia internationale et de traite humaine. Nous n'avons rigoureusement aucun rapport avec eux. Nous n'aurons que avec les autorités nationales qui ont autorité en matière de recherche et de secours sur les zones où nous opérons, c'est-à-dire en Méditerranée centrale. Les autorités d'origine comme les autorités de destination. Alors, il se trouve que là où nous opérons, dans les eaux maritimes internationales, certaines zones relèvent de l'autorité libyenne, d'autres maltaises ou d'autres italiennes. Donc, selon l'endroit où se trouve l'embarcation à secourir, nous mettons en relation avec ces autorités et nous leur demandons leurs instructions. Lorsque ce sont les autorités libyennes qui ont qui ont tout simplement droit ou devoir de nous répondre, elles nous somment de ramener les rescapés en Libye. Et bien entendu, nous ne le faisons pas. Nous nous y refusons absolument et nous demandons alors aux autorités maltaises ou italiennes leurs propres instructions de débarquement. Quand recevez-vous habituellement des MRCC européens, justement lorsque des besoins de débarquement et de mise en sécurité de ces réfugiés apparaissent? Alors les choses ont beaucoup évolué avec le temps et aujourd'hui, depuis un an, depuis très exactement un an, puisque c'est effectivement tout début janvier 2023, que le gouvernement italien a pris un décret-loi nous faisant obligation de débarquer les rescapés dans le port sûr qu'il nous indique, sans nous arrêter entre-temps, et donc de les débarquer le plus rapidement possible. Jusqu'ici, ça ne poserait aucun problème, sauf que régulièrement, les ports, et très fréquemment, le port notifié par les autorités italiennes se trouve très très loin de nos lieux d'intervention, c'est-à-dire dans le nord de l'Italie, côté Adriatique ou côté occidental. Ces dispositions contraignantes nous écartent de zones d'intervention pendant plusieurs jours et donc réduisent encore plus les chances que les personnes en difficulté pourraient être, sauvées, quoi. Et donc augmentent encore plus le danger auquel ils sont exposés. Sans parler du fait que l'allongement de ces trajets augmente évidemment le coût des interventions, et donc alourdit considérablement notre budget. Donc on peut comprendre, parce que tu nous expliques, que lors d'une opération de sauvetage d'une embarcation, parce que vous êtes envoyé par les autorités italiennes à destination d'un port en n'ayant pas la permission de faire un autre arrêt en route, vous n'avez pas la possibilité de porter assistance à une autre embarcation? En principe, nous devons effectivement nous conformer aux instructions des autorités, en l'occurrence italiennes. Et il est arrivé par le passé qu'ayant connaissance d'embarcations en difficulté à proximité de l'endroit où nous nous trouvions, conformément aux obligations du droit maritime international, nous nous détournions pour leur porter secours. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le gouvernement italien fait tout et met tout en œuvre pour pour empêcher l'association SOS Méditerranée d'agir et de faire son œuvre en Méditerranée centrale? Le gouvernement italien reste le plus près possible des limites infranchissables du droit maritime international. Donc effectivement, objectivement, on peut effectivement affirmer qu'il entrave nos opérations ainsi que toutes celles des autres ONG de sauvetage en mer. Le droit maritime et le devoir humain de porter assistance prend le dessus parce que les communications sont entendues par l'ensemble des bateaux sur zone. Voilà, et il faut rappeler quand même que une part importante des sauvetages sont réalisés par des bateaux de marine de commerce ou de marine nationale, voire même par, et c'est assez fréquent, par les gardes-côtes italiens ou maltais.
D'accord. Est-ce que tu sais quantifier à peu près la part des sauvetages réalisés par des organisations non gouvernementales telles que SOS Méditerranée versus d'autres canaux, si je puis me permettre d'utiliser le terme, de sauvetage? Ouais, on estime à une vingtaine de pourcents le pourcentage des rescapés qui ont été secourus par les organisations, les ONG de sauvetage. Il faut souligner que l'année 2023 a permis à SOS Méditerranée avec l'Ocean Viking de porter secours à près de 2700 personnes. D'autres ONG en ont fait autant, dans des proportions comparables pour certaines d'entre elles, mais ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui, chaque année, et notamment l'année dernière, ont cherché à s'échapper des conditions inhumaines de détention dans lesquelles ils étaient parqués en Libye et en Tunisie.